du Troncus arteriosus. Bon, je ne reviens pas sur les formes anatomiques qui ont été décrites, simplement pour quand même des choses importantes, mais on enfonce un peu les portes ouvertes, c'est que évidemment c'est beaucoup plus facile de réparer des types A1 et A2 que de réparer un type 3 et a fortiori un type 4. Quand je dis que c'est plus facile, ça veut dire que la mortalité suit ça, hein. Et il est bien évident que la mortalité des formes type 1, type 2 est bien plus faible qu'un type 3 et un type 4. Donc les principes de la chirurgie, ben, ils sont, je dirais, sur le papier relativement simples, puisque il faut séparer les artères pulmonaires de l'aorte ascendante, sans abîmer les coronaires. Bien sûr, on y reviendra. Il faut créer une voie gauche qui soit non sténosante et non fuyante, donc une tunnelisation entre le ventricule gauche, la CIV, la valve troncale et l'aorte. Donc la sténose, elle peut parfois se créer lors de la fermeture de la CIV si on a un troncus, une valve troncale qui est très à cheval sur le ventricule droit. Ou alors, et c'est plutôt à cet étage-là qu'on craint des problématiques, au niveau de la valve troncale qui peut être sténosante, c'est très rare mais ça arrive, mais plutôt fuyante. Et c'est là où on peut rentrer dans des complexités post-opératoires. Et en ce qui concerne la voie droite, eh bien, il faut forcément la reconstruire puisque la valve troncale va devenir aortique. Donc la reconstruction passe très très souvent par la mise en place d'un tube valvé, mais pas que. Vous verrez qu'il y a d'autres techniques. Donc on crée une reconnexion VDAP, très souvent en interposant une valve, mais il y a d'autres techniques alternatives. Donc c'est une chirurgie bien sûr qui se fait sur circulation extracorporelle, par sternotomie. La plupart du temps, on est en normothermie. C'est très rare d'avoir besoin de descendre la température, sauf quand on fait des formes où on a une interruption de la crosse de l'aorte. Euh, Toute la chirurgie cardiaque, quelle que soit la pathologie, passe par une bonne cardioprotection. Donc, il faut passer de la cardioplégie à intervalles réguliers, quel que soit le protocole qu'on utilise et quel que soit le type de cardioplégie qu'on utilise, cardioplégie au sang, chaud, froid, cardioplégie cristalloïde, autre. Savoir répéter la cardioplégie et s'assurer que la cardioplégie passe bien dans les coronaires. Donc, si on a un nouveau-né nourrisson qui a une valve troncale fuyante, ça veut dire que la cardioplégie, quand on va la passer par la racine ascendante, elle risque de plus irriguer le ventricule gauche que les coronaires. Donc, si c'est le cas, il faut savoir assez rapidement ouvrir l'aorte pour passer la cardioplégie directement par les ostias. Ou alors, on peut, ça c'est une histoire d'habitude aussi, passer la cardioplégie de manière rétrograde par le sinus coronaire. Et un des points techniques importants de la circulation extracorporelle, c'est que au départ de la circulation extracorporelle, il faut savoir contrôler les artères pulmonaires de façon à ce que le débit sanguin de la circulation corporelle passe uniquement dans l'aorte et ses branches, et non pas dans les artères pulmonaires. Donc ça veut dire, comme vous le voyez sur ce schéma, que dès le départ de la CEC, on vient contrôler les artères pulmonaires en les serrant sur des tirettes, comme vous le voyez sur ce schéma. Donc les problèmes chirurgicaux, les problématiques chirurgicales. Donc la première, ça va être de séparer donc l'aorte des artères pulmonaires. Donc évidemment, c'est plus ou moins facile, ça dépend du type anatomique. Dans le type 1, où on a un segment de tronc d'artère pulmonaire, c'est plus facile à faire, bien entendu, que dans un type 2 et a fortiori dans les autres types. Le moyen de le faire, c'est quand même la plupart du temps de réaliser une transection complète du troncus de façon à bien identifier le départ des deux artères pulmonaires, mais également à vérifier les coronaires. Pourquoi? Parce que dans les troncus, il y a très très souvent des anomalies coronaires associées, des anomalies de position des coronaires. Elles ne vont pas avoir une position anatomique classique comme quand on rencontre dans les formes sans cardiopathie.
Et outre leurs anomalies de position dans les sinus, elles ont par ailleurs très souvent des ostias qui sont assez haut situés, parfois très haut situés, avec, et c'est pas rare, un court trajet intramural. Donc ça veut dire que c'est important de repérer ces coronaires de façon à ne pas les abîmer quand on va faire la découpe des artères pulmonaires. Donc vous avez ici ce schéma classique de circulation extracorporelle. Donc les artères pulmonaires sont contrôlées. On a clampé l'aorte, la cardioplégie a été passée. Et donc pour pouvoir séparer au mieux cette forme anatomique qui est plutôt favorable, hein, puisqu'on va avoir un court moignon de tronc d'artère pulmonaire, donc plutôt un type 1, on va réaliser une transection complète du troncus. Et à partir de là, on identifie le départ du tronc pulmonaire ou des deux artères pulmonaires et on vient prélever cette bifurcation pulmonaire. Et ensuite, très généralement, on arrive à reconstruire directement l'aorte ascendante distale au résidu de troncus, avec parfois une interposition de matériel si on a un défect un peu important ou si on a une traction trop importante. Alors, il y a parfois des formes de très très bonne présentation anatomique où le moignon est un peu plus long et on peut éviter de réaliser une transection complète du troncus. On vient juste détacher les artères pulmonaires, enfin le tronc d'artère pulmonaire, et on répare le défect en mettant un patch de péricarde comme vous le voyez sur ce schéma-là. Mais c'est toujours un peu plus risqué de faire ça parce que malgré tout, on n'a pas un visuel très clair sur les coronaires. Donc, si on a une coronaire qui naît un peu haute avec un trajet intramural, on peut malheureusement abîmer la coronaire. Donc, quand même, l'idée, même dans les bonnes formes anatomiques, c'est plutôt de réaliser une transection complète du troncus. Donc, ce petit schéma qui vous permet de visualiser ce que je vous ai dit sur les coronaires, c'est-à-dire que vous avez cette coronaire qui naît très haut, qui présente un trajet intramural et vous avez ici la sortie apparente de l'ostium coronaire. Donc si on ne réalise pas une transection complète de l'aorte et que finalement on ne juge que par l'extérieur de la sortie de la coronaire, mais on peut se dire qu'on peut couper là sans problème. Sauf que là, il y a le trajet intramural. Donc c'est très dangereux de le faire. Donc l'idée pour éviter ce type de problématique ischémique potentielle post-opératoire, c'est de réaliser une transection complète du troncus. Deuxième problème potentiel chirurgical, c'est la création de la voie de sortie CIV, enfin ventricule gauche, fermeture de la CIV avec tunnelisation à la valve troncale. Donc la communication interventriculaire, donc il y a deux types de communication interventriculaire dans les troncus. Il y a les formes qui sont situées entre les deux branches de la trabécule septomarginale, c'est-à-dire que le bord postérieur et antérieur de la CIV seront complètement musculaires. Donc, c'est des formes de CIV qui sont quasiment à aucun risque de BAV post-opératoire. Et donc, ce sont plutôt les bonnes formes anatomiques de CIV. Et il y a à contrario des CIV de type conoventriculaire. Ils vont ressembler aux CIV de type phallo, où on va avoir une continuité entre le bord postérieur de la CIV et la valve tricuspide sans interposition de muscle. Donc là, il y a un risque plus augmenté d'avoir un BAV post-opératoire. Il n'empêche que, je vous l'ai dit tout à l'heure, le troncus, la valve troncale peut se balader un peu n'importe où au-dessus de cette CIV. Elle peut être complètement au-dessus du ventricule gauche, c'est assez rare, c'est environ 15% des cas, ou alors être à cheval sur la crête septale et se partager entre le VD et le VG, c'est un peu plus de la moitié des cas. Et dans 25% des cas, être totalement au-dessus du ventricule droit, et c'est là où il faut être un peu attentionné, parce que sinon on peut créer un obstacle potentiel sous-aortique, sous-valvulaire troncal. En ce qui concerne la valve troncale, donc il peut y avoir très souvent des rétrécissements décrits en préopératoire au niveau de cette valve troncale, mais c'est souvent des rétrécissements qui sont modestes et qui sont liés à l'hyperdébit et qui en fait n'existent plus une fois que la chirurgie du troncus est effectuée. Il peut y avoir par contre, et ça c'est très fréquent, une insuffisance de la valve troncale, c'est environ 50% des cas,
avec tout un panel de gravité qui vont de formes mineures à des formes de fuites valvulaires plutôt sévères. Donc globalement, la moitié des enfants ont une fuite valvulaire troncale et ça sera uniquement que 15 à 20% des enfants qui auront une plastie valvulaire lors de la chirurgie du truncus arteriosus. Et le but, bien entendu, c'est d'éviter au maximum un remplacement valvulaire lors de la chirurgie initiale du truncus arteriosus. Parce qu'on sait que malheureusement, d'abord, il faut pouvoir implanter une valve de taille adaptée, même si parfois dans les troncus, l'anneau troncal est relativement large. Implanter une valve chez un bébé, c'est une catastrophe, bien entendu, vous en doutez. Donc vous avez ici la fermeture de la CIV. Alors, une des caractéristiques de la fermeture des CIV du troncus, c'est contrairement à beaucoup d'autres CIV, ça ne se fait pas au travers de la valve tricuspide, mais ça se fait au travers de l'incision infundibulaire. Incision infundibulaire qui sera obligatoire de toute façon, puisqu'il faudra, d'une manière ou d'une autre, réimplanter les artères pulmonaires, qu'on mette en place un tube valvé ou une autre technique de reconstruction. Donc on fait une infundibulotomie, qu'on essaie de faire la plus courte possible, hein, et en évitant bien entendu de blesser les coronaires. Et très généralement, on fait une fermeture à point séparé de la CIV et on utilise un patch de péricarde hétérologue ou un patch en Gore-Tex. Et là, vous avez cette forme assez typique de CIV de Troncus où l'ensemble des bords de la CIV sont musculaires, donc quasiment aucun risque de BAV. Alors, si on doit, c'est rare, hein, c'est environ 15% des cas, faire un geste sur la valve troncale parce elle présente une fuite sévère en préopératoire. Donc, il y a différentes techniques qui ont été décrites. Donc, il faut savoir que globalement, on a des valves troncales qui peuvent être bicuspides, tricuspides, quadricuspides, et parfois on peut même retrouver 5 valvules, mais c'est rare. Par contre, il n'est pas rare d'avoir des formes comme ça, qu'on va appeler tricuspide ou quadricuspide, mais avec un raffet intermédiaire incomplet. Et on peut avoir un des deux composants qui va prolaber. Donc l'idée, c'est de mettre en continuité et de fermer ce raffet incomplet, ce qui peut permettre de résoudre la fuite euh, de la valve troncale qu'on avait en préopératoire. Il y a d'autres techniques décrites, comme vous avez sur ces coins-là de chaque image, là, ce qu'on appelle des trusslers, ce qui nous permet de retendre le bord libre d'une valvule, ou il y a d'autres techniques alors, qui sont décrites par certaines équipes, mais globalement rarement employées. Donc là, vous avez une une valve troncale qui est quadricuspide avec des éléments asymétriques. Le plus petit des éléments a tendance à prolaber, ça c'est assez souvent vrai. Bien, ce qu'on peut faire, c'est réséquer le sinus en emportant la valvule qui prolabe. Et on vient ensuite resserrer l'anneau et remettre en continuité la paroi au niveau des sinus de Valsalva et on vient refermer. On vient remettre les deux bords libres des valvules au niveau de la commissure en continuité. Donc on fait carrément une exérèse du tissu valvulaire et aortique qui était prolabant. Donc ça, c'est des techniques qui sont décrites, assez rarement employées, parce qu'on peut faire à peu près aussi bien sans être aussi délabrant. Troisième problème chirurgical qu'on doit résoudre quand on fait la chirurgie du troncus, c'est la création d'une néo-voie droite VDAP. Donc le gold standard reste quand même l'implantation d'un tube valvé prothétique. Alors il y a différents tubes valvés prothétiques, hein. Ça va de tubes en coque qui sont des tubes en dacron à l'intérieur desquels sont implantées une valve porcine. Ça peut être des tubes Contegra qui sont des jugulaires de bœuf, hein. Ces tubes Contegra, ce sont ceux que l'on va retrouver dans les mélodies dont vous a parlé Monsieur Jalal. Quoi qu'il en soit, quel que soit le tube valvé prothétique qu'on implante, on sait que ce tube ne va pas accompagner l'enfant, bien entendu, toute sa vie et qu'on va devoir réaliser des remplacements itératifs. Donc, d'autres possibilités existent, comme la reconstruction sans tube prothétique, ça a été décrit, où au lieu de mettre un tube Dacron avec une prothèse à l'intérieur, on peut mettre un tube Gore-Tex sans prothèse. Donc ça, c'est possible de le faire à la condition que les enfants soient opérés tôt, qu'il n'y ait pas d'HTAP.
Et ça peut permettre d'éviter parfois des reprises assez précoces liées à la dégradation des valves qu'on a implantées. Et enfin, donc ça c'était ce troisième paragraphe. Et enfin, vous avez une autre technique décrite et qui a été popularisée essentiellement par les équipes parisiennes, qui consiste à reconstruire une voie VDAP sans prothèse et quasiment sans tube, puisqu'on va utiliser l'auricule gauche comme pont postérieur pour faire la jonction entre l'incision infundibulaire et la bifurcation pulmonaire. Et par-dessus, on rajoutera simplement un patch de péricarde, plus ou moins une monocusp, mais bon, on rentre un petit peu dans les détails. Quoi qu'il en soit, donc différentes techniques décrites, mais le gold standard reste quand même l'implantation d'un tube valvé prothétique ou d'une homogreffe. Alors la problématique des homogreffes, c'est qu'en France, malheureusement, nous n'avons pas à disposition des homogreffes de petit diamètre adaptés à la chirurgie du troncus en période néonatale ou chez le nourrisson, puisqu'il nous faudrait des homogreffes de 12 ou de 14 mm. Donc une des solutions, c'est d'utiliser des homogreffes qui sont de plus grand diamètre, par exemple des 28 ou des 30, et d'enlever une valvule et un sinus et de refermer l'homogreffe sur elle-même. Mais bon, malgré tout, on manque vraiment trop d'homogreffes d'une manière générale pour faire ce genre de montage. Et globalement, quand on doit implanter un tube, en France en tout cas, c'est pas une homogreffe, mais c'est soit un tube d'accroc avec une prothèse, et c'est ce qu'on appelle des tubes Hancock fournis par Medtronic, ou alors ce sont des jugulaires de bœuf, qui sont d'ailleurs également toujours fournis par Medtronic. Donc là, vous avez la technique sans prothèse et sans tube décrite, enfin popularisée par les équipes parisiennes. Alors évidemment que comment dire, que ça se présente bien, ce type de technique, pour les troncus de type 1 et pour certains troncus de type 2, où, comme vous le voyez ici, pour faire la jonction entre l'incision infundibulaire et la bifurcation, on utilise l'auricule gauche, ça crée le pont postérieur, et en avant, on vient mettre en place un patch de péricarde hétérologue, comme un peu on ferait finalement dans un patch transannulaire de Fallot, et on peut rajouter, si on le souhaite, une monocusp qui pourrait éventuellement faire la butée à ce niveau-là, si on le veut. Alors, quelles sont les problématiques post-opératoires auxquelles on s'attend? Donc ça, mes collègues anesthésistes réanimateurs y reviendront après moi, mais évidemment qu'on s'attend à de l'HTAP en post-opératoire, particulièrement chez les nourrissons qui sont opérés tardivement. D'où l'intérêt de surveiller ces pressions en continu dans la période post-opératoire immédiate en implantant un cathéter dans le tronc de l'artère pulmonaire ou dans le ventricule droit. Pour éviter d'aggraver ces HTAP, on évite l'hypothermie pendant la circulation extracorporelle, et si les nourrissons sont opérés relativement tardivement, on aura plutôt tendance à implanter d'emblée un tube valvé prothétique pour justement garder cette fonction valvulaire anti-reflux en cas d'HTAP importante, plutôt que de faire des reconstructions sans prothèse valvulaire. Et très généralement, on va laisser, et ça c'est quel que soit l'âge de l'enfant qu'on opère, une CIA calibrée de façon à créer une décharge potentielle en cas justement de crise d'HTAP, ce qui permettra de décharger les cavités droites aux dépens des cavités gauches, mais au moins on aura un débit cardiaque systémique qui sera maintenu. Alors, quelles sont les lésions résiduelles qu'on peut avoir après ce type de chirurgie? Donc, mais évidemment, on peut avoir une dysfonction du ventricule gauche si on a abîmé une coronaire ou si la protection myocardique n'a pas été parfaite, notamment en cas de fuite valvulaire troncale. On peut avoir, on l'a vu, hein, des sténoses sous-valvulaires aortiques ou des sténoses valvulaires troncales, c'est très rare, mais plutôt des fuites valvulaires troncales post-opératoires si malheureusement la plastique qu'on a fait n'a pas été efficace. Et à distance, mais on va retrouver toutes les complications liées au tube implanté dont vous a parlé le docteur Jalal, en sachant qu'aujourd'hui, on a quand même les moyens parfois de pouvoir retraiter par l'intérieur des vaisseaux, mais que très très souvent, il y aura des réinterventions pour changer les prothèses. On peut, en fonction des tubes implantés, avoir des sténoses
plus ou moins proximale ou distale sur la voie de sortie du ventricule droit. Et enfin, à distance, on peut avoir malheureusement des dysfonctions de la valve troncale qui fait qu'on est obligé de faire une plastie ou le plus souvent de réaliser un remplacement de valve et en général, on implante alors une valve mécanique. Donc, quelques mots sur des formes un petit peu complexes mais rares de troncus. Donc là, c'est le type 3 où on va avoir cette artère pulmonaire gauche qui va être alimentée au départ par un canal artériel de la crosse, issu de la crosse de l'aorte. Et que dans cette chirurgie, il faut savoir opérer les enfants assez tôt de façon à ce que le canal, toujours perméable, alimente bien l'artère pulmonaire et non pas rentrer dans des phases où le canal se ferme, l'artère pulmonaire devient de plus en plus hypoplasique avec le temps, jusqu'à parfois disparaître et à être remplacé par un réseau de collatéral qui va alimenter le poumon gauche. Donc c'est des chirurgies où il faut savoir faire le diagnostic d'une artère pulmonaire gauche alimentée par le canal et donc réimplanter cette artère pulmonaire. Alors, il y a différentes techniques possibles, hein. Quand on a la chance d'avoir une homogreffe de relativement petit diamètre bifurqué, on peut faire ce type de montage absolument merveilleux, mais qu'on n'est pas capable de faire en France parce qu'encore une fois, on n'a pas des homogreffes adaptés. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va mettre en continuité l'hémicirconférence postérieure de l'artère pulmonaire gauche et droite et reconstruire en antérieur en implantant le plus souvent une jugulaire de bœuf, c'est-à-dire un tube comté gras, parce qu'il a des qualités de souplesse et d'adaptation qui sont quand même bien meilleures qu'une prothèse en dacron. Et enfin, la forme la plus compliquée de troncus avec interruption de l'arche, où on va devoir gérer la reconstruction de l'arche. Donc ça veut dire qu'on va avoir une perfusion cérébrale sélective et une hypothermie. Et ensuite, on se rapproche de reconstructions qui peuvent être diverses, un petit peu comme dans un Norwood, mais c'est évidemment pas la même du tout philosophie. Et ensuite, on va venir réimplanter la bifurcation pulmonaire sur le ventricule droit par l'intermédiaire ici d'un tube prothétique. En sachant aussi, c'est une notion importante, c'est que si on pense que malgré la réparation de la valve troncale, le nourrisson risque d'avoir une fuite résiduelle non négligeable en post-opératoire, on aura tendance à valver la voie droite de façon à ne pas avoir de fuite valvulaire euh, sur les deux versants aortique et pulmonaire dans la période post-opératoire. Voilà ce que je voulais vous dire concernant la chirurgie du troncus. Merci beaucoup, François. Il y avait une question Ok, bah, je vais montrer tout à l'heure. pour les coronaires. Faut-il un scanner préopératoire systématique? Non. Pas nous qui les mettons, mais Non, parce que les scanners, malheureusement, chez les nouveau-nés et nourrissons, sont pas d'assez bonne qualité pour pouvoir faire le distinguo des formes intramurales, etc. Donc, non, ça sert pas à grand-chose. Ok. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, on peut enchaîner par l'anesthésie en réanimation. Merci beaucoup, François. Donc, je laisse la parole à Pierre.